On arrive dans un de deux, parce qu'on va avoir 2 panels de discussion au fil de la journée. Le premier a pour titre « Perspectives sur les enjeux contemporains liés à la consommation de stimulants et l'offre actuelle de services ». Il va avoir 3 objectifs. Donc, le premier, c'est se familiariser avec les expériences variées de l'usage de stimulants et les conséquences qui peuvent y être associées. Le deuxième, reconnaître les facteurs structurels et contextuels qui limitent l'accès à des soins et des services pour les troubles liés aux stimulants et ses comorbidités. Et le troisième, c'est expliquer pourquoi les défis liés aux stimulants diffèrent de ceux associés à d'autres substances psychoactives. Et là, ce matin, vous allez voir, on va être dans les défis, hein? Donc, on reste super positif, on reste dans les défis, mais soyez rassurés, cet après-midi, on plonge dans l'action, dans les solutions. Ça vous va? Et pour ce faire, on a différents panélistes extraordinaires, dont le premier, vous l'avez déjà entendu tantôt. Moi, on m'a dit que c'est un tannant. Est-ce que vous savez c'est quoi un tannant en québécois? Le canard? Un tannant. Un tannant, oui. Oui, un tannant. D'ailleurs, il n'a pas fini sa conversation, mais je lui ai promis qu'il allait prendre un petit 20 secondes pour revenir là-dessus. Ça vous va? OK, parce qu'il y a quand même une information importante. Merci, Sophie. Je l'aurais pris quand même, parce que Oui. tu es très mal élevé. Oui, je sais. Je sais. Alors, patron, Mais 15. c'est mon meilleur ami, maintenant. On a fait connaissance, on est rendus très amis. Alors, Oui. une chose importante, je suis venu en retard ce matin, je n'ai pas salué mon ami Didier. Merci Didier de m'inviter. Mais vous avez d'autres qualités, j'en suis certaine. Et deuxième chose, parce que j'ai été pris à vif tout à l'heure, parce que j'avais une grande information à vous donner, que tout le monde connaît, c'est ce matin, mon ami Jean-Marc a posé une question redoutable et remarquable sur les femmes qui consomment et les risques liés à l'enfant à naître. C'est bien ça ta question? Eh bien, je voulais vous dire qu'on a travaillé avec ma collègue Bérénice Doré sur une très grosse cohorte sur les parents, hommes et femmes, en âge de procréer. Évidemment, la grande nouvelle, c'est qu'on arrête de culpabiliser les mamans parce que les papas qui boivent, eux aussi sont responsables du SAF. Et on a évidemment une documentation et des preuves qu'un père qui consomme de l'alcool, s'il ne s'arrête pas 3-4 mois avant, eh bien, lui aussi, d'une certaine manière, il coproduit au syndrome d'alcoolisation fœtale. Donc, c'est extrêmement important pour arrêter de manière un peu caricaturale de culpabiliser les mamans qui boivent. Voilà. Voilà. Merci. C'était la petite boucle qu'on conclut. Alors, qui est cet homme? Le professeur Amin Beniamina. Il est professeur de psychiatrie et spécialiste en addictiologie et chef du département de psychiatrie et d'addictiologie à l'hôpital Paul-Brousse à Villejuif. Il est aussi président de la Fédération française d'addictiologie et du réseau de prévention des addictions en France. Il est un chercheur prolifique, bavard, et un conférencier sur les sujets tels que les troubles du haut, l'usage du cannabis et les nouvelles approches dans la prise en charge des addictions. Il milite pour l'intégration de la psychiatrie et de l'addictiologie dans la santé publique. Merci d'être là. Et on a aussi Pénélope Boudreau, qui travaille au sein de l'équipe de Médecins du Monde depuis 2006, maintenant à titre de directrice des opérations nationales et du développement stratégique. Elle a d'abord sillonné les rues de Montréal munie d'un sac à dos afin d'aller à la rencontre des personnes dans le système de santé publique ne rejoignant pas, en tout cas, qui ne sont pas rejoints par la santé publique. On a une petite coquille, OK? Et leur offrir des soins de première ligne, donc un accompagnement réel adapté à leurs besoins. Et en 2009, elle répond aux premières demandes de personnes migrantes à statut précaire qui vivent sur le territoire montréalais, mais qui n'ont pas accès aux soins. Elle participe dès lors à la première clinique entièrement dédiée aux personnes MSP. Hier, je peux juste vous dire que dans mon bain, OK, j'ai googlé, je ne sais pas combien d'acronymes, mais je suis beaucoup plus intelligente ce matin que je l'étais hier, OK? Un peu trop ratatinée en sortant du bain, là, mais je vous jure, j'ai appris toutes sortes d'acronymes, c'est extraordinaire. Je suis rendue presque une spécialiste des opioïdes puis tout. Alors, depuis... Dans le cadre de son emploi à Médecins du Monde, elle a participé à plusieurs recherches, conférences et comités de travail afin de faire connaître les réalités et les besoins spécifiques des personnes qui expérimentent systématiquement de multiples barrières d'accès à la santé et aux soins. Martin,
Martin Camiré est le directeur du programme Santé mentale et dépendance du CIS de Laval depuis février 2024. Il a auparavant été directeur adjoint du Continuum dépendance au CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Impliqué depuis plus de 25 ans dans les domaines de la dépendance, de la santé mentale et de l'itinérance, il a occupé divers rôles, notamment à l'INES, à l'Association des centres de réadaptation en dépendance et au sein de centres de réadaptation. Titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en travail social, il est reconnu pour son intérêt envers la pratique de groupe et le développement des compétences cliniques. Il est également co-directeur du groupe de recherche et intervention sur les substances psychoactives du Québec Risque. Dr Reich, donc Joanie Reich, elle est médecin psychiatre au CIUS de l'Estrie depuis 2020. Elle y pratique comme psychiatre urgentiste ainsi qu'en communauté pour offrir des soins en troubles concomitants avec une majeure en itinérance. Elle est chef de service des approches intensives et co-gestionnaire de l'équipe Proximité Accès en itinérance. Elle travaille au développement des services collaboratifs avec la police de Sherbrooke ainsi qu'au développement d'un projet PRISIM, P-R-I-S-I-M. Tout le monde, vous savez ça? Vous autres, vous ne l'avez pas googlé dans votre bain? Non? OK. Dans sa région. Elle supervise les stages en dépendance pour les résidents du programme de résidence en psychiatrie et enseigne à titre de professeur en enseignement clinique à l'Université de Sherbrooke. Ah, c'est bien, il y a quelqu'un qui change les slides. J'adore ça. J'adore ça. Et finalement, la dernière, mais clairement pas la moindre, Mélanie Talbot. C'est une personne ayant un savoir expérientiel et elle est organiste communautaire depuis 10 ans à l'Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogue. Et ça, c'est un acronyme que j'ai googlé. AQPSUD avant de le lire au long, où elle représente les personnes utilisatrices de drogue dans différents espaces à travers divers projets. Elle évolue dans le domaine de la réduction des méfaits depuis près de 13 ans. Elle s'investit aussi dans des initiatives liées à la défense des droits des personnes utilisatrices de drogue. Pour elle, il est essentiel que les communautés directement concernées soient impliquées dans les enjeux qui les touchent. C'est pourquoi elle tient à mettre de l'avant son expérience et sa voix dans ses luttes. Tu le fais très bien. Elle anime aussi des ateliers de discussion sur le deuil pour les personnes qui ont connu un proche à la suite d'une surdose. Donc, il est primordial pour elle de favoriser des lieux sécuritaires où les personnes utilisatrices de drogue peuvent partager leur deuil et leur vécu quotidien sans crainte d'être jugées. C'est beau, merci Mélodie. Vous allez voir... je vais changer juste ça. Regardez comment je suis autonome. Bien, regardez comment vous êtes extraordinaire. Conformément aux règles d'accréditation de cette activité, on mentionne que les panélistes n'ont aucun conflit d'intérêt réel ou potentiel. Je vous rappelle aussi à la maison que Jean-Marc sera notre ninja des commentaires. Donc, il consolide les commentaires des gens. On y reviendra à la fin. Ça vous va? Et là, nouveauté, on a un Slido. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà jouer avec ça parmi vous? Oui? Merveilleux. L'avantage de ça, si vous scannez le code QR, vous allez être en mesure de nous envoyer votre rétroaction. Donc, il va y avoir un nuage de mots qui va être créé. Pour ceux qui sont à la maison, vous allez avoir un lien dans le chat. Il suffit de cliquer sur le lien ou de prendre la photo. Vous allez voir. Et au fur et à mesure, mais là, il ne devrait pas nécessairement avoir des mots parce qu'on n'est pas rendu dans le vif du sujet, mais tout à l'heure, on va voir les mots cumulés. Ça va nous créer, wow, une belle ambiance. Ça vous va? Alors, pour ce faire, je vous lance sur 3 questions. 3 questions qu'on a identifiées. Donc, la première question, c'est quels sont les enjeux associés aux stimulants dans les trajectoires de soins de santé mentale et en quoi ces enjeux se distinguent-ils de ceux associés aux autres substances? Qui aimerait se lancer? Vas-y donc. Mélodie? Ça marche? Oui, là, ça marche. C'est quelque chose de bien différent dans les trajectoires de soins de santé mentale, santé physique pour les personnes qui consomment des stimulants. C'est qu'il n'y a pas vraiment de traitement de substitution.
Si on voit avec les opiacés, il y a plusieurs traitements de substitution pour des réalités différentes, ce qui fait que les personnes peuvent avoir une vie plus stable, peuvent avoir un travail, peuvent avoir un appartement. Quand tu n'as pas d'appartement, pas de travail, c'est vraiment difficile d'avoir une vie plus stable. Fait que les gens qui consomment des stimulants sont comme plus impactés de cette façon-là. Puis aussi, les personnes qui consomment des stimulants vont vivre des crashs, ce qui veut dire que la personne va consommer, puis le lendemain va avoir un gros down, ce qui peut avoir un gros impact sur leur santé mentale. Puis ça se passe sur une journée, donc les personnes ne vont pas toujours t'en parler ou des choses comme ça. Et aussi, les personnes qui consomment des stimulants, ils peuvent paraître super bien, tout ça, ils peuvent être super performants, mais souffrir d'une dépendance quand même, puis avoir des conséquences de ça sans que ce soit vu. Donc, si la personne n'en parle pas nécessairement, ça peut être plus difficile Donc, les symptômes sont plus facilement masqués, c'est ça que j'en comprends. Exactement. Puis, tu me parlais aussi d'un certain manque d'écoute dans le système de soins. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Puis après ça, on pourrait rebondir. Je pense que, quand tu consommes des drogues, c'est vraiment difficile de le nommer, de le dire à tes soignants parce que souvent, il va y avoir des conséquences. Ça peut être des conséquences, disons, tu es une maman, est-ce que la personne va appeler à la DPJ? Est-ce que... ta médication peut être coupée parce qu'il y a des interactions, donc des dangers. Donc, il y a plusieurs impacts qui pourraient découler de parler de sa consommation. Donc, je pense que les gens, des fois, vont parfois pas le dire et donc ne pas recevoir les soins qu'ils ont besoin. De plus, les stimulants peuvent causer des problèmes de santé mentale, surtout si on consomme sur une longue période. Là, donc, Et Dr. Esch, quand on entend que les patients, ou en fait pas les patients, mais les usagers, ont peut-être ce frein à aller consulter, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous dit? Bien, en fait, comme Élodie dit, c'est clair que c'est des substances qui provoquent beaucoup de symptômes neuropsychiatriques. Ça fait des présentations aussi variables parce que qu'est-ce qu'il y a réellement dans les stimulants de nos patients? We don't know. Mais en soi, c'est souvent des symptômes qui sont intenses, sévères, ça crée des crises aiguës. Donc, c'est des patients qui vont arriver dans des contextes d'urgence, qui vont être forcés à certains types de soins parce qu'ils sont plus dangereux à ce moment-là. Donc, oui, ils peuvent arriver en psychose, puis là, ils peuvent avoir effectivement des comportements dangereux pour eux-mêmes. On les force dans un contexte d'abstinence pendant X jours à tolérer un cadre hospitalier, alors qu'eux ne veulent pas nécessairement tout type de soins. Des patients qui arrivent, qui disent, moi, oui, vous pouvez traiter ma pneumonie, mais mon diabète, je ne veux pas que vous le traitiez. On dit c'est correct, puis on respecte ça. Mais pour la consommation, c'est plus difficile. Le système est très peu flexible pour s'adapter à ce type de réalité-là et aussi à ce type d'être flexible dans où est le patient dans son stade de changement aussi, s'il a envie d'en discuter ou pas. Donc, ça peut être vraiment un défi important. Est-ce qu'il y a d'autres défis que vous notez? Bien, comme je disais tout à l'heure, il y a plus de variabilité dans la présentation. Donc, parfois, c'est difficile aussi d'orienter nos soins parce qu'on va essayer de prioriser qu'est-ce qui est plus urgent, comment on va aborder ça. Puis, il y a peu d'endroits qui sont équipés pour faire des soins réellement concomitants. Donc, on va souvent devoir prioriser une chose sur une autre. On va traiter sa psychose, puis on va voir qu'est-ce qui en reste pour sa consommation, puis on va essayer de faire de l'éducation à ce niveau-là. Donc, on est limité par nos moyens. On est limité dans les options de traitement, comme on se disait, non seulement parce qu'on n'a pas de traitement de substitution, mais on n'a pas de traitement point, là, qu'on a pu voir qui est reconnu comme efficace. Puis c'est aussi des molécules ou des substances qui sont prises de façon différente, parce que des opioïdes, ça sert à une chose, mais les stimulants, il y en a plusieurs qui disent, il fallait que je prenne mon speed pour venir à ton rendez-vous, sinon, je suis pas capable de sortir du lit pour aller voir, pour aller faire justement, aller voir l'intervenante ou projet à part pour faire ma subvention au logement.
si j'ai pas accès à mes stimulants, ben il y a rien qui va se passer. On leur demande d'être là de jour, organisé, avec une routine, en lui disant, ben ne prends pas ce qui te donne de l'énergie, qui t'active, puis viens dans un contexte de sevrage où tu es irritable, tu as juste envie de dormir, et viens me parler d'à quel point ta vie est difficile, puis moi je vais te dire que je suis limitée de telle façon pour t'aider. Donc, quand on parle de limitation, je sais que Pénélope, tu en avais long à dire sur les parcours. Juste la petite barre qu'on ouais, voilà. Oui. Juste pour surfer, toujours dans la continuité de lorsqu'on se rend à l'hôpital. Oui, lorsqu'on se rend. Oui, il me faut que ça. Ah, là, il marche. Oui, lorsqu'on se rend, fait qu'il y a plusieurs enjeux. C'est sûr que nous, je pense que la plupart des panélistes ici, on va parler des gens qui consomment. Nous, on intervient auprès des gens qui consomment, qui sont non logés, en situation d'itinérance, qui ont multiples problématiques. Fait qu'on a tendance, le système est très médicalo-centré. Donc, tu as un problème de consommation de drogue, de stimulants, on va adresser ce problème-là. Puis, peut-être qu'on devrait voir que la consommation de drogue comme un impact, un effet secondaire à quelque chose d'autre. Mais on traite le problème de consommation comme étant le problème principal. Tandis que les personnes ont probablement, depuis l'enfance, il y en a plusieurs, ou juste le fait de vivre dans la rue, d'être non logé, de vivre des violences multiples à répétition, de vivre de l'anxiété, de vivre... Fait qu'il y a plusieurs problèmes. Si on était capable, parce qu'on parle de trajectoire en santé mentale, bien, si on était capable d'adresser la santé mentale ou les enjeux que les personnes vivent, sans toujours pointer du doigt la drogue, il faut que tu arrêtes de consommer parce que c'est le problème, c'est la raison et la cause de tous tes problèmes. Si on était capable de reculer un petit peu et de voir tout le reste, tout ce qu'il y a alentour comme étant le problème qu'on doit adresser. Et là, ça change tout le système parce que il faudrait prendre le temps d'écouter, d'être présent. Ça serait ça, la trajectoire de soins. Moi, j'avais noté que, puis je répète ce qui a été dit juste avant, puis dans la conférence juste avant, il y a des programmes pour le TAO, pour les gens qui consomment des opiacés, qui fonctionnent somme toute assez bien quand tu réussis à y entrer. Même affaire avec la consommation d'alcool. C'est plus difficile. Ça a été nommé avec la consommation de stimulants, que c'est beaucoup un accompagnement du temps. Les professionnels de la santé diplômés, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, n'ont pas le temps de prendre le temps, puis encore moins avec tout ce qui se passe en ce moment. Mais dans le milieu communautaire, les pairs, les groupes de soutien, les travailleurs de rue, il y a des gens qui ont du temps, qui prennent le temps, qui comprennent, qui pourraient mieux accompagner ces personnes-là. Ça serait... On n'est pas dans les pistes de solution. Il faut vraiment, nous, juste seulement parler des problèmes. Moi, je crois aux licornes, hein, puis j'aime ça là, qu'on soit dans du beau aussi, mais on est dans le défi. Tantôt, on va parler beaucoup plus des solutions, mais reste que ce que j'entends, c'est une vision plutôt holistique avec le patient, moi je dis toujours patient, mais l'usager au centre. Ça fait du sens. Ce qui m'amène, en fait, le premier mot qui m'a sauté, oh mon Dieu, c'est celui qui est le plus gros en plus, c'est toujours le plus gros, c'est stigmatisation. Puis je sais que, Martin, vous avez quand même plusieurs choses à dire là-dessus. Ben, plusieurs choses. En fait, oui. c'est le premier mot oui. auquel j'ai pensé avec la question. Nos usagers consommateurs de stimulants dérangent. En fait, je dirais présentement, c'est peut-être nos mal-aimés. On a trouvé la crise des surdoses a fait en sorte qu'on s'est beaucoup intéressé aux opioïdes. Comme Pénélope disait tantôt, maintenant, on a des traitements, on a des solutions. On veut débuter de l'urgence, on veut entamer, proposer un traitement ou sinon des alternatives. On a de l'analoxone, on a toutes sortes de matériel qu'on peut proposer. Or, pour les stimulants, demeure, on s'est intéressé beaucoup à l'alcool, aux trajectoires de soins et aux opioïdes. 2 dépresseurs. Là, tout à coup, on arrive avec un autre profil clinique, comme Dr. Reich mentionnait tantôt, ce qui fait en sorte que, forcément, on est peut-être un petit peu moins habile. Et puis, on mentionne, on disait dans la trajectoire de soins en santé mentale, mais je dirais en santé, point, et même avec la concomitance d'une autre substance. Notre panéliste précédemment mentionnait l'alcool. Oui.
un des exemples, j'appelle ça la face cachée de la Lune, un peu. Là, hein? Donc, tous les intervenants, on voit ce qui brille, la lumière, hein? Puis on veut intervenir sur ce qui est probant, ce qu'on voit. Mais parfois, le portrait, on intervient en lien avec la santé mentale, mais on oublie que, finalement, la face cachée de la Lune, c'est que c'est le trouble, les autres troubles aussi. Mais on est bon sur ce qu'on voit, sur ce qu'on connaît. Et donc, même chose pour l'alcool. On va avoir un usager, on sait qu'il y a un problème de santé mentale ou d'alcool, on va intervenir là-dessus, mais sa consommation de stimulants, les manifestations vont nous déranger, mais on ne verra pas ça comme le trouble, on va voir ça comme un comportement. Et là, je pense que c'est un de nos enjeux de voir finalement la personne dans sa globalité. Là. Mais les trajectoires, effectivement, présentement, en me préparant pour l'échange, j'ai questionné des collègues, j'ai questionné le service de police, j'ai questionné des organismes communautaires pour leur dire... Des gens comme je voulais être prêt. Là, j'aime ça! J'ai dit à Didier, j'ai pas grand-chose à dire, mais je vais trouver quelque chose à dire. Didier m'a encouragé. Là. En fait, bon, on rit, là. Mais en fait, la réflexion, c'est, je crois, la question, en posant cette question-là sur quels sont les enjeux, je voyais rapidement qu'il y avait des points d'interrogation dans les yeux du côté soignant, mais pas du tout du côté des organismes communautaires et de la police qui disaient... En tout cas, Mélodie, là, elle pouvait tout te sortir ça. Je ne sais pas ce qui se passe avec l'Australie, mais probablement que Laval va faire de l'exportation de cocaïne, parce que c'est pas cher à Laval. Là. C'est pas une proposition, là, mais... Non, c'est ça. Mais on voit une augmentation incroyable au niveau des stimulants. Puis je pense que, merci là, aujourd'hui de tenir cette journée-là, parce que c'est une réelle préoccupation, mais qu'on ne parle peu dans nos trajectoires de soins. Bref. Merci. Je pense que, professeur Amine, vous vouliez surfer là-dessus? Ah oui, je vais surfer même, je vais faire même des sauts. C'est pour faire un jeu de mots avec l'Australie. Merci de me donner la parole à la fin. Alors moi, je vais peut-être prendre un peu à rebours, c'est le principe du panélisme, évidemment. Comme je suis français, je suis un peu chagrin et je ne veux pas ressembler à tout le monde, hein, n'est-ce pas? Non, absolument. Voilà. Écoutez, on parle de psychostimulants. C'est la drogue qui ressemble à notre époque. Je ne vois pas pourquoi on va être étonné. Évidemment, je veux dire, on est dans une époque où il faut être performant, il faut aller vite, il faut répondre vite. On a le Wi-Fi qui est greffé à nos oreilles. Comment voulez-vous prendre autre chose que des psychostimulants? C'est la réalité. C'est la drogue qui fixe et qui ressemble à notre époque, quelles que soient les sociétés. À Montréal ou à Paris, c'est les psychostimulants. Ils sont arrivés, voilà, boum, on en a partout. On a de la 3-MMC, on a de la kétamine, on a de la cocaïne, du crack. Tout ça, ce sont des psychostimulants. Ah, par contre, il y a une vraie différence, non pas sur ma manière à titre personnel, parce que c'est la question qu'on me pose, en tant que quel est mon rôle? Mon rôle, je suis prof de médecine, je suis tranquille, je reçois des gens, plutôt des VIP qui viennent un peu se soigner, mes internes reçoivent la plèbe. Il est sympathique, ce personnage. Hein? Oui, c'est un peu comme ça que ça s'organise, mais en vérité, je reçois tout le monde, moi. Donc, j'espère. En vérité, non. Ma tante, elle va pas être contente. Là. Je veux dire par là, ce n'est pas le récepteur qui a changé. C'est la manière avec laquelle celui qui envoie a changé. Dans les années 80 en France, nous, on avait, j'imagine, pareil à Montréal, au Canada, la consommation de la cocaïne était une manière de montrer de la performance, un marqueur social, un marqueur même professionnel. C'était le monde du showbiz, du spectacle, les journalistes de Canal+, qui consommaient ouvertement de la cocaïne, qui coûtait excessivement cher et qui n'avait aucun problème avec la police ni la justice. Au contraire, c'est une manière de se distinguer. Lorsque la cocaïne a commencé à être consommée par ceux qui sont moins en vue dans la société, et qu'ensuite c'est devenu la cocaïne du pauvre, le crack ou je ne sais quel autre produit, et bien la police, la justice, les politiques se sont intéressés à ces gens qui n'avaient pas le pouvoir de se défendre. C'est comme ça qu'il faut voir, parce que la drogue en général, les psychostimulants, ont des prolongements politiques. Si on ne voit pas ces prolongements politiques, on ne comprend pas pourquoi on a une stigmatisation vis-à-vis de certaines populations, comme tu l'as très bien dit, et moins sur les autres, qui n'ont pas accès aux soins, qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas les moyens de se soigner, et qui, pire que tout, n'ont pas que des psychostimulants à consommer, parce qu'en général, c'est rarement que des psychostimulants, ce sont des polyconsommateurs, c'est le profil actuel. Donc là-dessus, comment je vois les choses? Je vois un phénomène qui est mondial de société, qui est alimenté par le trafic, qui touche tout le monde, y compris des gamins qui sont encore mineurs, qui font leur expérience, et qui nous pose un vrai défi. Comment soigner? Comment accueillir? Comment protéger? J'aime ces trois mots. Comment
agir, comment soigner, comment protéger. Mélodie, ça semblait résonner un petit peu. Est-ce que tu veux t'exprimer sur quelque chose? Sinon, on peut passer à la question 2. Est-ce que quelqu'un aimerait s'exprimer sur quelque chose? À la question 1. Ça va? Excellent. On saute, merci. On saute à la question 2. Donc, j'imagine que les mots vont se réactiver de l'autre côté. La question 2. Quel obstacle rencontrez-vous dans votre rôle et dans votre milieu? Donc, précisément dans votre rôle. Est-ce que Thérèse, Je me sens visée, oui. Oui! Ben justement, le regard de mes pairs, je dirais que c'est le défi premier. On n'offre pas on n'offre pas de traiter ce genre de clientèle-là parce qu'on se sent bien impuissant. Puis si on n'a pas de solution à offrir, mais on va s'abstenir. C'est comme ça qu'on fonctionne en médecine. Il faut qu'on ait du database, il faut qu'on ait de l'evidence base. S'il n'y a rien de solide, on est mieux s'abstenir. Donc, plusieurs de mes collègues s'abstiennent de plein de choses. Puis, finalement, ben, ils sont mal à l'aise avec certaines choses qu'on peut, avec changement de paradigme, puis un peu la flexibilité qu'on peut amener avec notre équipe, par exemple, nous à Sherbrooke. Mais ce malaise-là est rapidement dissipé quand finalement, ils ont pu à s'occuper des patients qu'ils trouvent très perturbateurs, qui leur posent beaucoup de maux de tête, finalement. Mais à chaque fois que je veux intervenir, à chaque fois que je me dis, comme que je pense en dehors de la boîte un petit peu, il y a toujours le regard de mes collègues qui n'est pas très loin derrière. Après ça, en médecine, on nous apprend à traiter ce qui est urgent premier, puis après ça, on va essayer de trouver qu'est-ce qui en est la cause. Ça, si quelqu'un arrive en détresse respiratoire, je vais l'intuber, puis après ça, je me demanderai pourquoi il a arrêté de respirer. Je caricature, là, mais quand même. L'exemple est quand même bon. Oui. Mais là, on me dit, non, tu ne peux pas faire des choses pour essayer de sauver tes patients avec ce que tu as disponible, parce qu'on s'entend bien que prescrire des psychostimulants, c'est pas actuel, c'est ce que j'ai comme possibilité. Je ne dis pas que c'est la meilleure chose pour toujours pour le traitement, mais c'est ce que j'ai. Puis on me dit, je ne sais pas si tu peux faire ça, pas ça, mais en même temps, on me demande de traiter tout le reste en arrière, traiter toutes les conséquences, effectivement, que la conso amène. Donc, le regard des pairs, c'est extrêmement lourd. Bien, bravo pour l'audace. J'adore les gens qui pensent en dehors de la boîte, surtout quand, tu sais, oser pratiquer différemment, bien, bravo. Bravo. Ça ne veut pas dire qu'on fait mieux, là. Non, mais il faut toujours un point de départ. Dire, mais d'essayer certaines choses. Oui. Puis de faire la balance risque-bénéfice, c'est toujours ça. Là. Je ne dis pas qu'on veut mettre nos patients en danger, au contraire. Là. Oui. C'est justement comment on finit par dire, nos interventions ont-ils le potentiel de... Puis il y a plein d'études, c'est beau, mais moi, dans ma clinique, avec ce patient-là, est-ce que ça lui a été bénéfique ou pas? Là? J'adore. Bien, ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, Pénélope, avec la vision justement plutôt 360, d'aller à la source versus à la conséquence. Totalement. Oui, je ne sais pas si tu veux se poursuivre. Je peux. En fait, je ne vais pas apprendre rien à personne qui est assis ici. Je connais plusieurs personnes dans la salle. Les enjeux, les barrières sont multiples. Fait que pas de corridor de service, ou presque pas, ça n'existe pas. Des cliniques sans rendez-vous, ça n'existe plus. Fait qu'une place où, quand on a un problème, on peut se rendre quand on a le problème, parce que là, on a des heures d'ouverture. OK, c'est le lundi, ou c'est le vendredi, ou c'est l'autre semaine, ou c'est... Ça, c'est pas adapté pour les personnes qui ont des enjeux de consommation et multiples autres enjeux, parce que c'est pas seulement, je trouve ça vraiment important de le répéter, c'est pas juste une affaire de consommation de psychostimulants, c'est tout ce qu'il y a autour. Je suis dans la rue, je mange pas, je suis stressée, je suis victime de violence. Fait que du travail en silo, on l'a déjà nommé, mais les personnes frappent à une porte. Ah, moi, je m'occupe de ça, puis un autre s'occupera de ça, puis il n'y a personne pour s'occuper de ça. Puis, fait que toi, la personne qui a des enjeux puis qui a un besoin, c'est ton fardeau à toi de trouver où, quand et qui pourrait t'aider pour ton problème, quand en fait, le fardeau devrait être inversé et devrait être sur le système et sur les professionnels de la santé. Le manque de travail interdisciplinaire, fait que je regarde ma discipline, je fais mon travail, puis les autres feront peut-être ou pas le leur. Puis je pense que tout ça, puis c'est le point que moi je voulais emmener, a amené une frustration,
une inquiétude, une anxiété, une perte de confiance des gens que nous, on voit dans la rue. Fait qu'ils veulent même plus y aller dans le système. Fait que même si tu as un service qui se développe, qui a de l'allure avec des personnes qui sont bonnes, qui font du bon travail, ils n'ont plus confiance, ils veulent plus y aller. Ils ont tellement été retournés de bord, traités n'importe comment, stigmatisés, jugés, victimes de racisme, qu'on n'arrive plus à leur faire croire que ça se peut, que ça soit différent. Fait que je pense, je m'en allais encore sur des solutions. Ah non, mais vas-y, une petite solution, hein? Une petite, on la veut, on la veut, on la veut, on la veut. Bien, c'est sûr que quand on va voir les gens où ils sont, Oui. qu'on prend le temps, parce que là, vous parliez de notre société en ce moment qui va si vite, Oui. bien, c'est ça, ça va Oui. trop vite. Il faut Oui. prendre le temps, il faut être là, il faut être récurrent, il faut retourner, Oui. Puis c'est ça qu'on n'est pas capable de faire encore dans le système, malgré les équipes et plein de monde qui font différemment, mais il y a une perte de confiance majeure. Les gens que nous, on accompagne dans la rue, il y a mieux. Souvent, on le dit à Médecins du monde, les patients, les personnes nous le disent, j'aime mieux mourir dans la rue que de me rendre à l'hôpital. Wow. Je vous regarde, Martin. Oui, je me sens interpellé. Oui, là. hein, je vous sens... oui, parce que... L'hôpital, là, Oui. tout à coup. Non, mais pas juste ça, mais on parlait justement tendance à évitement. J'aimerais ça qu'on élabore là-dessus. Mais tantôt, on parlait d'abstinence, mais c'est la première fois que j'entends l'abstinence des psychiatres. Alors, il y a quelque chose d'intéressant. Là, l'abstinence de traiter et on demande l'abstinence. Donc, c'est le concept de l'abstinence pour tout le monde. Peut-être n'est pas là la solution. Mais moi, j'appelle ça la tendance à l'évitement. Les soignants, un peu comme je disais tantôt, on a tendance à... Finalement, si on a une solution, ben, on se sent bon et compétent. Et sinon, ben, les usagers de psychostimulants, les usagers dérangeants, ils ne sont jamais autant tes usagers, Martin, lorsqu'ils sont à l'urgence. Parce que lorsqu'ils sont dérangeants, tout à coup, ce ne sont plus les usagers, les patients de tout le monde, mais c'est ceux de la direction santé mentale et dépendance. Là, donc, tu en as plusieurs présentement. Là, tu sais. Oui. Et donc, ce qui est intéressant, c'est le concept là, avec lequel on travaille, puis c'est tout à fait adéquat, là, mais la durée moyenne de séjour dans nos urgences, bien, on sait parfois que on veut donc la réduire, mais peut-être garder un peu plus longtemps quelqu'un pour attacher des services ferait la différence. Et donc, une dimension de qualité et non pas seulement une dimension de durée. Sortir vite quelqu'un, c'est peut-être aussi le voir arriver aussi rapidement. Et donc, c'est un peu la réflexion sur notre enjeu de ne pas se sentir compétent peut avoir interservice, interprofessionnel, interdirection, tendance à vouloir le pousser de l'autre côté où la personne se retrouve nulle part. Là. J'adore, Joanie. Est-ce que tu pourrais t'exprimer? Ben, j'allais dire que c'est ça, il y a une notion de trauma des deux côtés, là, les patients qui veulent plus venir consulter, mais les soignants, les équipes qui sont réellement aussi traumatisés de certaines situations qu'ils ont vécues en lien avec ces patients-là. Donc, il y a vraiment un processus de réparation là, qu'on doit faire. C'est aussi de demande du temps. Oui, des fois, j'essaie de garder, par exemple, des patients plus longtemps, d'attacher des choses. Mais mon Dieu, que ça me prend du temps de parler avec l'infirmière du côté physique là, qui me dit oui, mais là, il veut juste ci, il veut juste ça, il n'est pas fin, là, il est sorti. Puis bon. Ça demande tellement de temps et d'énergie que, bien que plusieurs ont de l'advocacy tatoué sur le cœur, ça ne peut pas se faire tout le temps. Puis c'est difficile à contaminer les gens après. Donc, c'est ça. Des mesures qualitatives versus quantitatives. Ah, bien Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr. J'aimerais bien poser la question et y répondre, mais... C'est que tout le monde doit embarquer dans ce processus-là parce que ça demande plus de temps, plus d'énergie à tous, tu sais. Puis moi, ça me dérange pas de passer du temps pour expliquer à l'infirmière qu'est-ce qu'il y en est, de parler à l'infectiologue pour lui dire, ben on peut-tu le garder un petit peu plus, je vais faire tel truc, mais il faut quand même que la personne de l'autre côté soit minimalement ouverte aussi à cette discussion-là et se sente impliquée, responsable aussi de cette situation-là, parce que là, aussitôt qu'effectivement on n'a pas de solution, ben, c'est ça, c'est de la psychiatrie, c'est du service social, il n'y a rien à y offrir, on ne peut rien faire. Fait que, donc, les gens ne se sentent pas investis non plus de ce patient-là. Là. Fait qu'il y a une déresponsabilisation des cliniciens aussi. Oui. Donc, absolument. finalement, l'usager est encore plus seul que seul. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, Mélodie?
Tu sais, à Lac-Sud, on fait des ateliers de discussion sur le deuil. On rémunère les gens pour être capable d'accueillir les personnes les plus marginalisées, les personnes qui sont en survie, qui n'auraient pas le temps de prendre soin d'eux autrement. Donc, on a des gens qui sont extrêmement marginalisés, ont plusieurs facteurs qui résultent en ça. Puis, tu sais, avoir un homme de 60 ans avec la jambe grosse de même, des septicémies, tu sais, des trucs qui pourraient être dangereux pour leur vie et qui me dit non, je préfère pas aller à l'hôpital, puis je vais y aller avec toi. Tu sais, notre rôle, dans le fond, nous, c'est un peu de refaire un lien, qu'eux, ils puissent faire confiance aux organismes communautaires. Ensuite, peut-être une infirmière communautaire, après infirmière, après médecin, après. Peut-être aller à l'hôpital, peut-être faire un accompagnement à l'hôpital, ça aide aussi là, quand on les accompagne. Mais tu sais, si, mettons, ils arrivent pour des soins, puis là, moi, je les comme, OK, on y va, tu sais, puis lui, il arrive là, ben tu sais, ça se peut qu'il y ait une mauvaise énergie. Puis là, vous avez un vécu aussi avec... Fait que ça crée un peu un... Oui, puis il y a un délai, là. Mettons, là, il rentre dans mon urgence santé mentale. Là. La porte est barrée, il ne peut pas aller fumer. Ouais. Puis là, tant qu'il ne voit pas un médecin, il ne peut pas avoir ses pilules, il ne peut pas se faire prescrire sa patch. Bon, il y a des ordonnances collectives, oui, là, mais quand même, c'est difficile. Puis même du côté de l'urgence, c'est ça. Ne serait-ce que pour de la cigarette, que ça, c'est comme socialement acceptable. On ne va pas prévenir puis dire, OK, on veut que tu restes. C'est plus, ben tu vas bien, il ne veut pas rester. Ouais, c'est intéressant. Donc, il y a aussi les milieux de soins qui sont peut-être pas même adaptés dans les protocoles, les processus et tout ça à cette clientèle-là lorsqu'elle se présente dans une situation de crise aussi. Là. Zéro. Intéressant. Qu'est-ce que ça résonne, professeur Amina? Eh bien, beaucoup de choses que je comprends en fonction de... La question est bien posée. En fonction de ce qu'on est, notre rôle, nous, ici dans ce panel, on a des réponses et on a des situations différentes. Mon obstacle, puisque la question m'est posée, c'est le profil même des patients. Les psychostimulants, c'est très dur à soigner. C'est compliqué, c'est pas évident. Ce sont des patients qui rechutent, ce sont des patients qui finissent par provoquer des contre-attitudes auprès des équipes. C'est les, entre guillemets, dans leur grand malheur à l'époque, les patients consommateurs d'opiacés, ils avaient toute la politique de RDR avec les TSO. On arrivait d'une certaine manière à créer une communauté de soins globale avec du médico-social qui a construit notre identité en tant que soignant et en tant qu'accompagnant. Les psychostimulants, bien qu'ils fassent partie des patients entre guillemets toxicomanes, j'aime pas ce mot, usagers, eh bien, ils n'ont rien. Ils sont dans la consommation itérative et qui finit par éprouver le milieu dans lequel ils évoluent. Je prends un exemple. Hein. Les anecdotes sont bonnes. Les exemples. J'ai des patients que j'hospitalise pour des comorbidités, type troubles de l'humeur, bipolaire ou anciens TDAH, consommateurs de kétamine, de crack ou cocaïne. Et puis, à un moment donné, je les hospitalise parce qu'il faut leur donner une possibilité de souffler, de les prendre en charge, de gérer les problématiques infectieuses, psychiatriques. Ils vont bien, ils sortent, une semaine après, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ils rechutent. Au bout de 3-4 fois, mes équipes de sevrage, et même me disent, ça suffit, on va pas trouver une autre solution. C'est pas comme ça, trouve une autre solution. Et donc, c'est des patients qui, finalement, se retrouvent dans une double contrainte, dans une double peine. Parce que le génie même de leur pathologie est marqué par une hyperstimulation de leur système de récompense, une hyperstimulation parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, et qui donne d'eux un phénotype très compliqué à prendre en charge. Ce phénotype très compliqué les rend encore deux fois plus vulnérables sur le plan social, sur le plan psychopathologique, avec un accès aux soins auprès de personnes qui les connaissent, mais qui finissent par avoir des contre-attitudes. Et puisque la question m'est posée, c'est là la grande difficulté pour moi. C'est là. C'est pour ça que je plaide pour, à titre personnel, pour pousser la recherche vers des thérapeutiques nouvelles, pousser la recherche vers des protocoles nouveaux, pousser l'observation vers une vraie prise en charge des comorbidités parce que ça s'alimente. Quand j'ai rien à me mettre sous la dent, quand j'ai affaire à quelqu'un qui est TDAH, bipolaire, mais vraiment avec une polarité très difficile, eh ben, je mets le paquet sur la prise en charge psy avec l'espoir que ça ait un effet vertueux sur la consommation de la drogue. C'est d'autant plus compliqué que c'est le moteur du profit international. Est-ce que vous savez qu'en France, après la SNCF, le dealing des psychostimulants, c'est le deuxième
le deuxième employeur. Comment vous allez changer les choses? On a des gamins, ils ont 13-14 ans, ils gagnent plus que vous et moi associés. Donc on a un dealing, on a un trafic qui est très puissant, qui alimente notre problématique de soins. Si on se détache de la pensée, ce type d'éléments, ben on reste dans un périmètre finalement de bisounours. Et ça ne marche pas. Bisounours, c'est comme les calinours. OK? C'est la tradition québécoise. Tu sais, les calinours, quand tu fais ça, tu as un trajet de bonheur et de cœur. Oui, c'est ça. J'adore, moi aussi, j'aime les licornes et les bisounours, calinours. Est-ce que quelqu'un a d'autres choses à préciser sur la question 2? Je vois encore manque de ressources, stigmatisation, mais ça m'amène quand même à la question 3. Quels sont les principaux... Oh, regardez comment je double task. Je suis mère de 2 enfants, je suis capable de faire plein d'affaires. Oups, pareil. Même de scraper un PowerPoint. Donc, quels sont les principaux écarts entre les besoins des personnes utilisatrices de stimulants vivant des enjeux de santé mentale et les services actuellement offerts? Là, on en a quand même nommé plusieurs, vraiment définitivement. Moi, je nommerais, en fait, je ne le nomme pas, je fais juste relater, Pénélope, le cadre trop rigide. Je pense que ça se résume beaucoup à ça et ça rejoint aussi les propos, ce manque de flexibilité-là. Mais je vous laisserai vous exprimer là-dessus. Est-ce que quelqu'un aimerait prendre parole? Si je peux Oui. faire un petit partage de vécu pour 100%. que vous puissiez rebondir après dessus. Dans le fond, moi, à un moment dans ma vie, je consommais beaucoup de stimulants, tous les jours, pendant plus d'1 an, puis tout ça. Puis j'avais des problèmes de santé mentale aussi. Puis, ma santé mentale allait tellement mal. Je savais pas qu'est-ce qui était consommation, manque de sommeil, manque de bouffe. J'étais très déconnectée avec mon corps, très déconnectée avec ma tête, mes pensées. Donc, quand je suis arrivée pour avoir des soins, quand la personne me demande est-ce que tu peux m'expliquer comment tu te sens, puis tu sais, pour essayer, dans le fond, de donner un diagnostic, pour ensuite aller chercher de l'aide, tout ça. Mais j'étais tellement déconnectée, j'étais tellement pas là que j'étais pas capable de le dire. J'allais vraiment trop mal pour réaliser un peu qu'est-ce qui se passait dans ma tête avec ma santé mentale. Donc, à ce moment-là, mon équipe de soins a vraiment fait qu'est-ce qu'ils pouvaient, Puis j'ai eu des diagnostics, dans le fond, qu'aujourd'hui, je dois aller revoir parce que ça fait pas trop sens, mais à ce moment-là, oui, puis j'en ai eu beaucoup, puis... fait que, aussi, avoir beaucoup de diagnostics, c'est un peu comme traumatisant. OK, ça veut dire j'ai ça. Puis là, pour plus tard réaliser que c'était peut-être plus associé à ma consommation, tout ça. Mais sur le coup, c'est tellement difficile, que comment est-ce qu'un médecin peut me faire un diagnostic quand je suis même pas capable de lui dire. Donc, ça doit être un peu difficile, là, vraiment, des deux côtés, d'avoir un soin, dans le fond, qui est ce que je veux, ce que j'ai besoin, parce que c'est ça la racine du problème est difficilement explicable. Donc, ouais. Donc, ça demande aussi... Vas-y, Pénélope. J'ai le mot curiosité aussi, puis travail interdisciplinaire, travail d'équipe. J'irais même soins complémentaires aussi, en complément, en fait, de votre expertise, de tout ce qui se passe en milieu clinique. Mais Pénélope? Bien, j'allais réagir sur le fait que nous, les professionnels, moi je suis infirmière aussi, on a une facilité quand la personne n'est pas capable d'exposer rapidement c'est quoi son besoin. Nous, on l'a trouvé assez rapidement. Fait que c'est encore là, on est dans une question de temps, là, mais ça, c'est un écart majeur. Peut-être que la personne n'est pas capable de nommer certains problèmes, mais le fait de la taguer tout de suite ou nous, de l'avoir trouvé le problème, bien, on oriente la trajectoire puis le besoin, puis la personne n'est pas investie de ça réellement. Fait qu'elle est comme portée, garrochée, à la limite, parfois. Fait qu'il y a encore cet enjeu-là. Puis j'allais dire, sur les écarts entre les besoins des personnes, bien, c'est ça. Il faut laisser la personne le temps de nommer. Ça se peut que, même si elle tout le temps, elle consomme vraiment beaucoup, elle est toute mélangée, elle va pas bien. Peut-être que c'est ses pieds tout mouillés qui elle, la dérange le plus. Puis le reste, elle s'en fout. Fait que
si on était capable d'offrir, c'est ça qui se passe en ce moment parce que le lien de confiance, ça se travaille, ça se construit, ça se bâtit. Fait que cet écart-là, il est majeur, il est dans plein d'être capable de répondre, d'y aller tranquillement parce que, comme tu dis, Mélodie, parfois la personne n'est pas capable de le nommer, c'est quoi son besoin en ce moment, mais c'est pas la solution de répondre à sa place. J'entends aussi un prendre soin de l'humain, vraiment beaucoup. Prendre soin de l'humain. Je pense qu'on doit retenir. Joanie, je voyais. Ben, j'allais dire, pas de diagnostic, t'as pas de service. Oui. Des fois, parce qu'à chaque fois, je demande quelque chose, puis je me remets à remplir les formulaires pour faire une demande au CLSC. Mais quel est le besoin de l'usager? Quel est le diagnostic? Faut remplir une page recto-verso, là. Donc, si j'ai pas un diagnostic à mettre, on peut pas avoir accès à rien. C'est triste de même. Donc, ça rentre dans la flexibilité. Notre rêve de flexibilité. Oui, la flexibilité, la coordination. Oui. Parce que là, il faut justifier qu'on utilise quel Oui. TS. C'est la TS de DPSMD ou c'est la TS des services généraux? Oui. Parce que ça dépend du diagnostic. Là. On ne prendra pas ça dans la même poche. Aïe, aïe, aïe. Vas-y, Pénélope, avant qu'on saute à la prochaine question, à moins que... Vas-y. J'allais juste renchérir là-dessus, c'est que le fait d'avoir un diagnostic, parfois ça aide, puis ça nuit aussi, parce qu'on le disait tout à l'heure, quand quelqu'un arrive à l'hôpital ou dans un service de soins, puis là, tu ouvres son dossier, puis tu es là, il là, OK, toute ta gang de distincts. OK, ça sera pas facile, il est stigmatisé d'emblée. Fait que là, on le sait. C'est encore le mot, tu le vois peut-être. Ah oui, tu le vois là, mais c'est le mot numéro 1. J'ai eu 4 diagnostics en une semaine. C'était pas... Eh, boy. C'est comme pour avoir des diagnostics aujourd'hui qui ont été faits avec des psychiatres sur le long terme, etc. C'est comme, je pense qu'il faut quand même faire attention, peut-être en donner un, on va avancer avec ça, que ça soit le plus adapté possible, parce qu'après ça, là, moi, j'ai plein de diagnostics. Mais si tu n'as pas de diagnostic de TDAH, je ne peux pas t'en prescrire des psychostimulants. Oui. Je veux dire, c'est ça, j'ai comprends. même pas... On peut même pas essayer des choses, fait effectivement, mais on en met, on a comme... Puis plus on en met, plus on a l'air d'avoir fait une évaluation bien détaillée, là. Ah, wow. Vraiment bon, là. On n'est pas plus payé, mais on a l'air d'avoir fait quelque chose de vraiment hot, là, tu sais. C'est plat. Je sais que ça fait réagir et je trouve ça extraordinaire, Martin. Donc, on peut dire que pour Mélo, il y avait quelqu'un de très, très compétent qui travaillait auprès de toi. En fait, dans un autre sens, puis je ne peux pas m'empêcher parce que, en fait, en amont de la discussion, on était très positif et porté vers les solutions. Je vais tenter de ne pas y aller, là, mais là, c'est comme si je nous écoute puis on est dark. Mais comme, Puis allez, on fera venir les boîtes à mais en fait, j'amènerais l'écart entre les besoins aussi. Salutations à mes anciens collègues du Centre-Sud où il y a parfois la critique. Hein. On se retrouvait dans une situation où on avait des consommateurs de chemsex qui disaient il n'y a pas de service. Puis là, on disait comment ça, il n'y a pas de service? Il y a des services. Puis salutations au docteur Régent Thomas qui nous a dit vous n'êtes pas ouvert à ma clientèle. Et donc, c'est aller vers l'autre et dire comment on pourrait, puis grâce à une stagiaire, grâce à une équipe motivée, on s'est dit, si vous ne sentez pas votre place, comment on va pouvoir créer autre chose? Et parfois, chez les consommateurs, puis là, je fais l'exemple avec le chemsex, ils se considéraient et étaient vus comme des bêtes de cirque lorsqu'ils venaient dans les services traditionnels. Donc, il n'y avait même pas la capacité de se rendre après le premier rendez-vous. Ils se sentaient incompris. Donc, l'ouverture aussi à parfois une nouvelle substance, une nouvelle consommation, en fait, un nouveau mode de vie, c'est peut-être aussi aller vers la critique et l'écouter pour trouver autre chose. Je ne veux pas être trop dans le positif, là. Oh non, mais on aime ça, non? On aime ça. Je vois le temps qui file et je veux vraiment me promettre qu'on ait le temps de partager tous ensemble. Je vous pose la dernière question, mais on a déjà pas mal répondu, mais quels obstacles les personnes rencontrent-elles pour accéder à des soins continus, sécuritaires? On a parlé du mot sécurité tantôt, hein, c'est important, et adaptés à leur réalité. Mélodie, tu parlais justement des coupures qui se passent. Je ne sais pas si tu veux élaborer. Justement, tu sais, Oui. comme depuis quelques années, j'ai des services hors pair. Salutations à tous les soignants de l'Agora. L'Agora, c'est une clinique qui est proche de Berry-UQAM, où est-ce que tu peux avoir des services pour VIH, VHC, traitement de substitution.
moi, j'ai été accueillie là-bas comme une humaine, vraiment. C'était vraiment, vraiment bien. J'aime vraiment les personnes qui me soignent parce qu'il y a vraiment une écoute. Il n'y a pas de jugement. J'ai vraiment pu avancer avec eux. Ma vie est complètement différente grâce aux soins que j'ai reçus là-bas, encore aujourd'hui. Puis, quelque chose qui est vraiment difficile quand tu trouves une place comme ça, c'est quand ça ferme. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit des cliniques comme ça fermées, malheureusement. Et je ne crois pas que ça va être la dernière. Il y a d'ailleurs d'autres cliniques qui ont sorti dans les nouvelles, mais j'en passe. Mais la fermeture de cet endroit-là va avoir un impact incroyable sur ces personnes-là, mais aussi sur tous les autres services de soins de santé, parce que ces personnes-là vont se retrouver justement à des places où est-ce que leurs besoins pourront peut-être pas être répondus parce que justement, c'est ça, ils vont être vus comme une bête de foire, là, comme la personne est moins outillée. Donc, voilà, j'espère que il va y avoir pas trop de places qui vont fermer. Oui, bien, qu'est-ce qu'il y en est en France? C'est justement cette première ligne de soins là, directement sur le terrain, ces organismes-là qui, à mon sens, à notre sens, sont essentiels. Elles sont essentielles. Elles sont la base à partir de laquelle on a construit la réduction des risques. Hein. Ouais. Dans mon service, j'ai 8 patients experts. Donc, ils ont un rôle d'accompagnement. Oui. Et en dehors de ça, comme je préside la Fédération française, j'ai des associations d'aide aux usagers qui font ce qu'on appelle le bas seuil. En France, on parle de CARUD, on a les haltes soins addiction. Et très clairement, là, on est en train de, actuellement, là, je vous parle, on discute le budget de la sécurité sociale en France, c'est une catastrophe, comme il n'y a pas de majorité. Et donc, les thèses de l'extrême droite sont en train de l'emporter en France, hélas. Donc, on a une salle de consommation à Paris qui a été renouvelée in extremis par un amendement qui a été déposé à Marseille, à Bordeaux. On n'a pas pu les mettre en place. À Strasbourg, ça a été prorogé. Donc, je prends ces exemples parce que c'est gravissime. On a eu une grande réunion la semaine dernière, dépêchée par le président de la République, sur le narcotrafic, parce qu'il y a eu des morts. Vous avez peut-être vu, il y a un gamin qui a été tué. C'est le frère d'un élu dont le frère aîné a été tué à Marseille parce que c'est la plateforme tournante de la ville du trafic de drogue. Et ce qui s'est passé, c'est que les forces de police sont descendues sur Marseille et ils ont fermé les structures, ils ont chassé le bus méthadone. On est sur une séquence où on repousse finalement et on amalgame les trafiquants avec les usagers. Et là, c'est quelque chose d'extrêmement important, extrêmement gravissime, puisque vous me demandez l'expérience française, elle est mauvaise quoi en ce moment. Ça, c'est... Non, mais c'est ça qu'on veut savoir. On est ici pour avoir un état des lieux. Là, il y a un mauvais vent. On veut savoir. Il y a un mauvais vent d'intolérance vis-à-vis des patients, avec un amalgame volontaire poussé par les politiques, parce qu'il y a une force d'extrême droite mondiale. Alors, donc on sert à l'auditoire, on sert à l'électorat ce qu'on veut entendre, on montre les muscles. Moi, vous en avez des muscles, hein? Non, pas tant que ça. OK. C'est du gras. Et donc, on est dans c'est du volume gras. Et donc, du coup, les médecins et les soignants montent au créneau, ils font des tribunes pour leur dire qu'une vraie politique drogue marche sur ses deux jambes. La sécurité, moi, je ne suis pas contre, hein, c'est normal. Et puis la santé, la prévention, le soin. Je laisserai le mot de la fin. Médecin du monde, vas-y. Bien, je réagis juste sur ici aussi. En fait, ça va pas vraiment mieux. Puis avec, par exemple, la loi sur les sites de consommation supervisée, un des obstacles, c'est que le problème ou le méchant, c'est la personne qui consomme. C'est pas, on oublie tous les enjeux autour de la crise du logement et tous les autres problèmes qui sont pas la responsabilité des personnes qui consomment. Mais là, elles deviennent les personnes qui dérangent l'ordre public, les personnes qu'il faut cacher, les personnes qu'on doit tasser plus loin, les personnes qui sont dangereuses pour les familles, pour les enfants. Fait que ça, c'est un enjeu majeur. C'est pas seulement le milieu de la santé qui a des jugements, il y a aussi la population maintenant. Fait qu'on on est vraiment... ouais. Définitivement. Merci pour ça. Ça a été un plaisir, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Nous avons
En fait, même été capable d'aller chercher un petit 2 minutes de plus pour... bon, on empiète un petit peu sur le dîner, là, mais c'est pas très grave. J'aimerais vous inviter à avancer au micro si jamais vous avez des questions pour les panélistes. Toujours nom, métier, milieu, profession, allez-y. On vous connaît déjà, vous? Oui, je sais. Bien, mon nom, c'est Geneviève. Je suis une experte de vécu, en fait. Vous m'aviez entendu tantôt. Mais moi, ça m'interpelle beaucoup parce que je trouve que, comme tu disais, Mélodie, c'est comme les diagnostics là, en itinérance. Moi, j'en ai eu 2 diagnostics quand j'ai vécu l'itinérance. Même pour avoir mon supplément au loyer, là, mes travailleurs sociaux ils étaient obligés de me faire voir par un médecin. C'est ridicule. Pour que j'aie accès à un programme de supplément au loyer. Puis ça fait pas de sens, on est en crise du logement. Puis c'est comme, je vais vous faire une réflexion là, personnelle, mais il y a la ministre de la Forêt qui dit « Nous sommes pas en crise du logement ». C'est une vraie joke, là, sérieux. C'est comme, il faut réaliser des choses, des enjeux vraiment concrets parce qu'il y a beaucoup d'incohérences puis beaucoup envers la santé et tout. Merci Geneviève. Merci. Je pense qu'on est tous en accord avec ça. Je vois monsieur qui hoche la tête et qui prend suite. Bonjour, moi je m'appelle Jonathan, je suis du Centre de réadaptation indépendance de Montréal comme psychoéducateur. Je travaille régulièrement avec une clientèle chemsex, jeunesse aussi. Je constate régulièrement le manque de formation, parce que j'anime aussi le groupe chemsex depuis 2 mois maintenant. Puis même avant ça, parce que je travaillais aussi dans des tables avec le communautaire, on avait fait le cri de ralliement dans le passé qui a été un peu éteint puis mis de côté dans les dernières années. Puis c'est quelque chose qui a souvent été relevé. Puis je vous écoutais aujourd'hui, puis je me disais, avec ce qu'on vit dans le milieu de la santé présentement, les barèmes qu'on a au niveau de Santé Québec, qu'on est dans un climat de performance, qu'on est vraiment dans un moment où on prend de moins en moins de temps, je trouve, avec la clientèle, dans le but d'en évaluer plus, de diminuer les listes d'attente. Puis moi, c'est pas réellement une question, c'est plus comme un souhait que j'aurais à faire. J'espère qu'aujourd'hui, on va prendre conscience de la journée qu'on a aujourd'hui pour se dire, on travaille avec des humains, on travaille avec des gens, puis il faut prendre le temps aussi avec eux de s'arrêter aussi à leur réalité, puis d'y aller à leur rythme aussi. Puis d'arrêter de voir juste l'usager comme une personne, pas comme une personne, mais comme un numéro, comme un chiffre, comme un signe de pièce. Parce que même quand je suis président d'un CA aussi dans le communautaire, puis c'est aussi ce qu'on vit, hein, qu'il faut avoir plus d'usagers, il faut avoir plus de monde, de statistiques, hein, merci, hein, dans le but justement de maintenir des services. Puis je trouve que moi, ça vient me toucher parce que hier, on avait la discussion avec un usager, puis il n'y a pas de formation. Il y en a qui ne vont pas chercher de formation, puis qui vont être juste dans le go. Puis au fond, c'est des personnes qui ne sentent pas qu'ils sont écoutés, qui ne sentent pas qu'ils sont soutenus au fond. Puis je sais que je me répète, puis j'espère qu'il va y avoir quelque chose qui va émerger de cette journée-là ou qu'il va y avoir une petite prise de conscience minimale. En tout cas, mon souhait va peut-être être... Merci beaucoup. Merci. Moi, je crois beaucoup au pouvoir du collectif, vraiment, à ce pouvoir-là. Et tous ensemble, du moins, quand vous allez sortir d'ici à 4 heures ou à 5 heures, vous allez tous vous sentir peut-être moins seul dans votre vision partagée. Et déjà là, c'est un gain. C'est sûr qu'il n'y a personne qui sort d'ici et qui n'est pas gagnant. Donc, merci. Si vous avez d'autres choses à rajouter, n'hésitez surtout pas. Allez-y. Bonjour. Moi, c'est Chloé Larouche. Je suis psychiatre à l'hôpital Pierre-Boucher sur la Rive-Sud, à Longueuil. C'est un petit peu plus clinique. J'ai une question concernant... J'ai beaucoup été interpellée par le fait qu'on est dans une société de performance, puis que plusieurs personnes utilisent les psychostimulants ou toutes sortes d'autres stimulants. Effectivement, même pour avoir des fois aidé aussi dans notre service d'aide aux médecins à la PAMQ, même plusieurs étudiants ou médecins utilisent des stimulants pour passer au travers soit leur journée ou leurs études. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus répandu qu'on pense. Donc, merci pour la journée. Mais ma question est surtout, là, parce que je travaille surtout avec les troubles psychotiques, dans cette optique-là de
de performance ou de société, puis qu'est-ce qu'on demande aussi. Puis on travaille en réadaptation pour ramener les gens à un certain fonctionnement, donc tu sais, qu'ils retournent peut-être à l'école ou qu'ils obtiennent un emploi ou simplement qu'ils fassent quelque chose hein, dans leur journée. Je me demande quelles sont tu sais, vos approches ou peut-être vos pensées par rapport à l'usage de nos antipsychotiques qu'on donne. C'est sûr que la majorité des patients qu'on traite vont avoir un antipsychotique, se sentent très, très alourdis, fatigués par cette médication. Puis, ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir eu comme un trouble chronique. Là. Des fois, on en donne là, parce que justement, ils ont eu des psychoses plus induites par des stimulants. On veut qu'ils adhèrent, puis en même temps, il y a tellement d'effets secondaires, donc ils vont souvent nous dire ben on utilise ça parce qu'on a besoin de remontants dans la journée. Donc, je me demande juste, peut-être vous entendre un peu sur comment, dans votre approche ou votre pratique, ça a une influence, parce que c'est quelque chose qu'on est de plus en plus confronté, l'usage des psychostimulants ou des stimulants en général avec les antipsychotiques. Puis, allez-y. Merci beaucoup. C'est une très bonne question et ça me donne l'occasion de rappeler que dans notre milieu, on n'aime pas beaucoup les médicaments. Ça, c'est comme ça, les addictologues, les gens qui travaillent, parce qu'on privilégie. C'est tant mieux l'approche un peu communautaire, un peu psychothérapique, tant qu'on peut, parce qu'il y a un rapport au produit qui peut être un rapport traumatique à la fois dans notre pratique et peut-être même chez les patients, ce qui est comme ça, ou les usagers. Moi, je pars d'un principe qu'il n'y a pas de médecine. Il n'y a que des malades. Il n'y a que des usagers. Et donc, la définition, elle est intéressante pour pouvoir parler à tous, mais quand on parle à une personne, c'est son dynamisme, c'est son génial qui nous permet d'aiguiller notre manière de le traiter. Je n'ai pas de règles à te donner. Il n'y a pas de règle. La règle, c'est la relation que tu as avec ton patient. Moi, j'ai des patients pour lesquels je ne donne rien, ils viennent pour avoir des prescriptions, et certains qui viennent pour rien et qui repartent avec quelque chose. C'est comme ça. J'ai des patients par exemple, qui rentrent, qui ont des gros problèmes d'alcool, chez lesquels on découvre un trouble de l'humeur, ils ressortent avec du lithium. Ils vont mieux. Ils ne vont pas contester le lithium. Ça leur a changé leur vie. Ça leur a changé leur vie. C'est comme ça. Il n'y a pas haro sur les médicaments. Les médicaments, comme tout, ça a une indication, ça a un temps. Et la règle de dire je ne donne pas les antipsychotiques parce que ça alourdit et ils vont prendre des psychostimulants, elle n'a pas beaucoup de sens. Je ne dis pas que c'est toi qui le dis, mais dans le principe, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est le génie évolutif, la manière avec laquelle il a son expérience à lui, puisqu'on parlait d'expérience elle, et la manière avec laquelle tu le vois partir, doit dicter ta manière de le traiter. Et traiter, je ne veux pas dire forcément médicamenteux. Mais haro sur les traitements, non. Non. Ils ont sauvé des vies à des gens, ils continuent à sauver, ils en ont tué certains, évidemment. Il faut être vraiment, c'est au cas par cas. C'est pas facile à enseigner, mais c'est la réalité. Donc, une personnalisation de soins. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ça va? Merci. Merci. Allez-y. Merci. Ma question est aussi sur les médicaments. Je m'appelle Kay, pronom IEL. Je fais mon doctorat sur les psychédéliques puis les jeunes trans à l'Université de Montréal. Je viens de déménager de Vancouver. Puis ma question, c'est sur... ça parle un peu des obstacles. Alors, je travaillais beaucoup avec du monde qui consommait du crystal meth, puis je les aidais à essayer de trouver des services. Puis on rencontrait beaucoup d'obstacles. En particulier, je pense à quelqu'un qui, quand elle essayait de retraire de son consommation, elle avait beaucoup d'expériences de psychose. Puis on lui donnait des antipsychotiques. Mais à cause qu'on lui donnait des antipsychotiques, qu'on a fait demande à un programme résidentiel, le programme résidentiel disait « Ah, mais vos antipsychotiques ne sont pas à base d'une psychose organique, on vous refuse. »
Mais c'était le seul programme qui était autochtone. Alors, c'était le seul programme qu'elle voulait assister. Alors, c'était toutes sortes d'obstacles. Mais la question que je voulais demander, c'est pendant la pandémie, la province de la Colombie-Britannique, on a vu une stratégie de safe supply qui a compris Adderall puis Dexedrine comme psychostimulants pour les personnes qui utilisaient des stimulants. Mais on a vu une vague conservatrice aussi. Alors, on n'a plus notre Safe Supply programme. Puis j'ai entendu un petit peu alors des substituer, mais pourquoi on ne parle pas plus? Je sais qu'il y a des programmes, c'est pas parfait, mais pourquoi on ne peut pas parler plus de prescrire ces psychostimulants? La majorité du monde que je travaillais avec avait la neurodivergence, avait déjà ADHD. Pourquoi on ne parle pas en plus? Merci. Est-ce que quelqu'un aimerait s'exprimer à cet effet? Ah oui. Pas trop le choix. Moi, je l'improviserais, donc allez-y. Pourquoi? Parce qu'il manque de données probantes. C'est ce qui limite actuellement que ça soit plus systématisé, merci. Donc, en médecine, on attend d'être sûr de ce qu'on fait avant de faire quelque chose, là, ou en tout cas de le publiciser comme tel. Donc, les données probantes à ce sujet-là. Après ça, on ne comprend pas nécessairement encore bien tous les types de stimulants qui sont dans la rue, parce que j'ai certains patients, tu sais, tout à l'heure, on voyait dans la présentation, effectivement, des types de psychostimulants qui peuvent être donnés à potentiellement des doses plus élevées que ce qu'on ferait pour un TDAH. Mais j'ai des patients pour lesquels c'est totalement l'inverse, parce qu'en fait, ce qu'ils consomment, finalement, tu sais, c'était peut-être potentiellement un peu plus de la caféine, tu sais, dans leur batch de speed qu'ils ont, dans les trucs. Donc, c'est pas vrai pour tous. C'est extrêmement disparate comme présentation, comme type de conso. Donc, c'est pas facile d'adapter ça. Après ça, ben, il y a de la contamination dans nos stimulants. Donc, même si je donne un psychostimulant, ben, ils ont quand même des symptômes de sevrage de type benzodiazépine que finalement, on n'avait pas vu venir. Donc, il y a vraiment plusieurs couches. Après ça, ben, il y a le fait qu'effectivement, les molécules qui sont... il y a toujours le safe supply, puis on veut la différence entre juste faire du safe supply puis traiter le trouble d'usage. Donc ça, il y a quand même une nuance à avoir là-dessus. Puis si on tombe dans le traitement, bien, tout ce qui est les molécules de psychostimulants longue action, ils ne sont pas remboursés actuellement par la RAMQ. Donc s'il n'y a pas de diagnostic de TDAH, là, après ça, des diagnostics, c'est ça, on en pose à plein de sauces. On a certaines défis en psychiatrie, entre autres. Je veux dire, j'ai pas de résultats de laboratoire pour me dire s'il y a une embolie ou s'il n'y en a pas une, s'il est anémique ou s'il n'est pas anémique. Ben, moi, pour dire qu'il y a un TDAH, c'est un diagnostic clinique. Bon. Fait qu'il y a quand même tout ça. Puis... je ne sais pas pourquoi, même pour les opioïdes, oui, on le fait, on en prescrit, mais on a comme accepté que ça existe, mais ce n'est pas nécessairement accepté avec un grand A encore non plus, là. Merci. Je vois le temps qui file, mais par respect, parce que vous êtes debout depuis tantôt, si on est tous d'accord, 2 petites minutes chacun et Jean-Marc, on se réserve une question du public. Ça vous va? Allez-y. Merci beaucoup. Je voulais remercier beaucoup. J'apprends déjà beaucoup aujourd'hui, puis je trouve que c'est super intéressant d'avoir les diverses perspectives, là. Il y a quand même quelque chose, une petite perspective qui nous manque un peu, puis je pense que c'est les hauts décideurs. Je pense qu'on prêche un peu à des gens qui sont tous convaincus. C'est la force de notre société. Vous avez parlé de solidarité, puis on voit tous les intervenants de divers milieux, que ce soit institutionnels ou communautaires, les usagers, tout le monde qui est convaincu puis qui veut travailler puis qui veut aider. On entend, tu sais, ça prend du temps, ça prend de ne pas travailler en silo. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans les dernières années. On veut tous en faire encore plus puis apprendre pour faire mieux. Mais en même temps, on est dans un mouvement politique qui ne va pas dans ce sens-là. Fait que, tu sais, peut-être que vous ne pourrez pas répondre tout de suite à ma question, mais j'aimerais ça qu'on y réfléchisse dans la journée, parce que comment on va faire comme groupe pour influencer les instances décisionnelles? Parce qu'en ce moment, tu sais,
On a parlé de l'Agora qui va fermer. Oui. Nos programmes, on s'inquiète tous. Plusieurs d'entre nous voyons des... Moi, je suis psychiatre, je vais le dire, là. Voyons des patients pour lesquels on n'est pas payé, mais là, on est en train de nous dire qu'on ne travaille pas assez pendant qu'on voit ces patients-là parce que personne écrit le nom de ces patients-là quelque part. Fait que comment on va faire pour continuer? Puis ça va revenir parce que ces gens-là vont se représenter à l'urgence. Puis chaque patient qui vient à l'urgence parce qu'il n'a pas eu les soins ailleurs qui auraient eu besoin, qu'on aurait pu éviter. Fait que ça concerne tout le monde, ça concerne l'argent, ça concerne l'humanité surtout. Là, fait que c'était mon petit commentaire. Bien, c'était un beau commentaire. Et si je peux je vous invite, on va poursuivre. J'encapsule ça parce qu'on a un point sur la politique, en fait, entre autres, cet après-midi, dans le panel de l'après-midi. Donc, on va adresser le sujet. J'invite les conférenciers de l'après-midi à se faire une petite tête aussi, entre autres. Merci. Ça tombe bien, j'aime la politique. Donc, moi, je suis père aidant, mais là, aujourd'hui, ce que je vais dire, c'est plus par rapport à mon rôle de proche aidant que j'ai accompli, en tout cas que j'ai tenu dans la dernière année. Je suis allé voir Didier en one-on-one l'année passée pour lui dire ce que je vais vous dire, mais à la salle entière. Moi, l'année passée, à pareille date, j'avais un ami qui était en pleine dépendance de cocaïne. Je ne sais pas si dépendance, vous utilisez ça dans le milieu. Là. Moi, je ne suis pas dans l'usage de substances là, d'habitude. Mais bref, grosse dépendance, des voyages durant la nuit pour aller s'approvisionner, tout le kit. Puis il venait d'avoir un nouveau-né, mais tout ce qu'il faisait, c'est s'occuper de ses propres affaires, puis il négligeait sa famille. Puis la réaction dans mon entourage, c'était que c'était odieux. Puis moi, c'est ça, année après année, ça fait 5-6 ans que je viens ici, puis on voit tout le temps stigmatisation, puis silo aussi, là, mais surtout stigmatisation. Puis je pense que les gens ici dans la salle, vous êtes tous sur la même longueur d'onde qu'il faut combattre la stigmatisation, mais je pense que ça vient avec une responsabilité, puis c'est d'éduquer. C'est d'expliquer les choses. Moi, l'entourage de mon ami, c'était des gens d'un milieu privilégié, ouverts d'esprit, mais ils trouvaient ça odieux, le comportement de mon ami. Puis ça prend, appelez des journalistes, écrivez des lettres d'opinion, faites quelque chose, mais la stigmatisation, elle va juste se nourrir d'elle-même. Ça ne bougera pas tant qu'on n'expliquera pas mieux les choses. Puis ben, mon ami, il va très bien aujourd'hui. Là. Il est revenu avec sa femme, puis tout va bien. Bravo! Merci. Merci pour ce partage. Jean-Marc, le mot de la fin avec la dernière question. En fait, c'est un peu compliqué. Oh! C'est pas une question, c'est plus une série de commentaires. Puis je pense que tous les mots qu'on a à l'écran évoquent la complexité de la situation. Puis c'est vrai qu'à un moment donné, je vous écoute. Puis j'ai pas eu beaucoup de commentaires. Je pense qu'on est un peu flabbergasté par tout ce qu'on a entendu durant ce panel-là. Et effectivement, par moments, c'était assez noir et assez. Puis on a entendu le besoin de temps. La tolérance à l'impuissance, à l'imperfection. Puis heureusement qu'on a des témoignages de gens qui ont cheminé, puis qui ont sorti, puis qui, aujourd'hui, sont très productifs, ils contribuent à nos échanges. Heureusement qu'on a ces témoignages-là pour dire il y a de l'espoir, ça va bien, ça peut mieux aller, si on prend le temps de faire les choses avec ces personnes. Merci, c'est beau. Prendre le temps. Ah, bien, oui, en fait, vous ne l'avez pas entendu, mais monsieur vient de me dire, c'est toujours bien de finir avec un poète. Donc, je ne prends pas le crédit, mais je l'assume parfaitement.